Salut! Si tu as choisi d'écouter cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être que l'expatriation à Londres t'intéresse, que tu l'envisages ou que tu t'apprêtes à y aller ou que tu y sois déjà. J'aimerais te donner une petite information. Tiffany, qui était en charge du site internet de Filles Expat et qui a vécu à Londres plusieurs années, a compilé dans un e-book toutes les choses à savoir depuis le Brexit. Alors, en ce qui concerne les visas, l'installation, la recherche de logement, la recherche de travail, un tas de choses, elle a tout compilé dans un e-book vraiment pas cher. Donc, je vais mettre le lien dans la description de cet épisode si ça t'intéresse d'aller jeter un œil. Maintenant, je te laisse avec l'épisode du jour. Tu veux que je commence ? Quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bienvenue à toi qui nous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Filles Expat. Rapidement, j'aimerais remercier l'Odem qui m'a laissé un message sur Apple Podcast pour me dire que mon échange avec Tiff était excellent. Donc merci à toi pour ce petit mot. Si toi aussi tu souhaites me faire savoir que tu es une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur, qui sait, je t'invite à faire pause quelques secondes et de me laisser quelques mots sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu utilises Spotify, je ne crois pas que tu puisses le faire, alors n'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur le compte Instagram de Filles Expat. Cette petite action fait très plaisir et m'encourage à continuer à chercher des expats qui sont d'accord pour partager leurs expériences. D'ailleurs, je vais laisser la parole à mon expat du jour qui attend sagement que je lui laisse la parole. Donc, peux-tu s'il te plaît te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles aujourd'hui ? Bonjour, merci de m'avoir proposé cet échange aujourd'hui. Je m'appelle Lorna, je suis donc française, originaire de Picardie. Je vis à Londres depuis 6 ans maintenant et j'ai 33 ans. Donc du coup, tu viens de dire que ça fait 6 ans. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière et nous dire comment exactement tu es passé de la Picardie à une grande ville telle que Londres ? Alors, Londres, c'était un coup de cœur, comme beaucoup, je pense, de Londoniens d'ailleurs. J'ai visité cette ville il y a maintenant, je pense bien 10 ans. J'étais venue visiter une amie qui était en stage à Londres à cette époque. Donc j'étais venue pour la première fois en Angleterre. Avant cela, j'avais simplement visité l'Écosse, donc c'était vraiment la première fois que je venais. Et vraiment, dès le moment où j'ai posé le pied à Londres, ça a vraiment été le coup de cœur. Je ne saurais pas vraiment expliquer ce qui s'est vraiment passé. C'est vraiment la seule et unique fois où j'ai eu ce coup de cœur pour une ville. On peut vraiment parler de coup de foudre. Je me suis vraiment sentie à l'aise. J'ai pas senti de regard, de malveillance, non, j'ai senti vraiment quelque chose de très accueillant, de très chaleureux. Ça m'a vraiment frappé cette émulsion, cette énergie qu'il y avait, la jeunesse des habitants, oui, et cette bienveillance que tout le monde avait. Alors, hein, je suis toute britannique aussi avec la politesse qui leur sied. Mais c'est vrai que cette ville est si cosmopolite, je pense qu'elle peut tout séduire. Je pense pas qu'on puisse détester Londres. Donc oui, vraiment, ça a été coup de foudre. Et je me suis dit vraiment, en quelques heures de temps, je me suis dit, mais alors moi qui parlais pas anglais en plus, je me suis vraiment dit, waouh, mais je me vois vraiment vivre ici, alors que je viens d'une petite ville en Picardie qui s'appelle Albert, qui a une demi-heure d'Amiens, qui doit être la plus grosse ville de Picardie et qui est pas bien grande. Je pense qu'on doit être, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais 200 000 habitants sur Amiens Métropole. Je dis peut-être vraiment une grosse bêtise, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais oui, d'un coup, je me suis vraiment projetée à vivre dans une ville comme Londres. Et pour moi, c'était clair et net. Je me suis dit, et un jour, je voudrais vraiment vivre ici. Je me prenais vraiment à rêver. Alors, j'étais juste là pour visiter, profiter d'un bon week-end entre filles. Et je me suis surprise à dire, mais combien tu payes en loyer? Il y a du boulot ici.
pour les gens qui parlent pas anglais, enfin, improbable. Et quand je suis rentrée, j'ai raconté tout ça à mon compagnon. Et je lui disais, ah, mais c'est vraiment super, il faudrait que tu viennes, tu peux que adorer, j'ai adoré, je veux vraiment y retourner. Et à ce moment-là, j'étais étudiante, j'étais stagiaire moi aussi à Amiens. Et pour le moment, enfin à ce moment-là, je voulais juste finir mes études. J'étais en master de communication et publicité à l'ISCOM Paris. J'habitais et je faisais mes stages à Amiens, donc je faisais l'aller-retour entre Paris et Amiens. Je déteste Paris, désolée pour les Parisiens. Donc, vraiment, c'était d'autant plus choquant de ma part de dire que je me voyais vivre à Londres un jour. Mais bon, à ce moment-là, la question ne se posait pas vraiment. Je vais finir mes études, finir mon stage, et voir un petit peu comment ça se présenterait dans le futur. Et puis, j'ai été embauchée par mon employeur de l'époque. J'étais en stage, j'ai transformé mon stage en CDD. Donc, c'était une chouette première expérience, vraie expérience professionnelle, mais ce n'était pas la première que j'avais. J'ai travaillé pour une ONG, donc. Ça s'est bien passé, j'ai rencontré vraiment des gens super. Et puis j'ai décidé de pas poursuivre quand ils m'ont proposé un CDI et j'ai donc enchaîné avec 2-3 mois de chômage voilà, de mon fait, hein, donc il n'y avait pas de souci avec ça. J'en ai profité pour aller au Canada visiter ma famille qui est installée depuis plusieurs années. Et je pense que le fait d'être avec eux et de rediscuter de l'expatriation qu'ils ont vécue 15 ans auparavant, ça m'a fait me rappeler de ce désir que j'avais quand j'avais commencé mes études de faire une expérience à l'étranger en fait. Et que plusieurs fois, pendant plusieurs années, j'ai essayé de mettre en place et à chaque fois, je me suis vautrée lamentablement pour des raisons mais complètement invraisemblables. Je pense à la première, c'était un stage à San Francisco que je vais faire et le visa m'a été refusé. Pour une question de contrat de stage qui ne collait pas entre mon école et mon lieu de stage. Donc, boum, ça fait partie. Ensuite, une proposition de mon employeur de partir un mois dans leur siège social en Australie pour pouvoir travailler mon anglais, parce qu'il fallait bien que je progresse en anglais, mais aussi pour pouvoir travailler un peu avec les équipes sur place, avoir quelqu'un du siège principal qui puisse y avoir un échange. Et c'est tombé à l'eau, puisque finalement, au dernier moment, ils ont changé d'avis. Ah, mais non. Alors, c'était tellement rageant. Et ensuite, oui, même par le biais de l'ISCOM, je voulais faire un cursus aux États-Unis, à Charlottesville. Il y avait un échange qui était prévu avec certains étudiants en dernière année master. Et malheureusement, je n'avais pas un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir être prise en compte dans la liste. Donc bon, c'était vraiment un enchaînement de mauvaises expériences. Et donc voilà, plusieurs années après, donc au chômage, en train de me demander ce que je vais bien pouvoir faire pour la suite. Je voulais continuer de travailler dans la communication, dans le marketing, mais j'avais vraiment la sensation que c'était le moment ou jamais de profiter de cette expérience, d'une expérience à l'étranger en fait. Et je ressentais vraiment le besoin de pratiquer l'anglais, de enfin venir à bout de cette langue qui était pour moi difficile à ce moment-là. J'avais vraiment eu beaucoup de difficultés tout au long de mes études. Et du coup, j'ai commencé à chercher un stage de moi-même. Je me suis dit, bon, profitons d'être au chômage pour regarder si je peux pas faire un mois de stage. Après, je reviens en France, je cherche un travail. C'est vraiment parti comme ça. Et puis, ça a mûri un petit peu dans mon esprit pendant plusieurs semaines. Et je me suis dit, mais en fait, mon compagnon qui est en CDD à la SNCF à l'époque, et il venait juste de finir un énième contrat à la SNCF en CPP. Je lui ai dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'enquiquine en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, je sais pas, quelques mois tous les deux à l'étranger? Il n'était pas hyper chaud à l'époque et c'était pas quelqu'un qui se voyait vraiment vivre à l'étranger, il n'a pas de diplôme, il a vraiment eu pas mal de difficultés à trouver un emploi stable en fait, même si un CDD n'était pas la stabilité incarnée, mais voilà, c'était quelque chose qui lui avait permis quand même d'avancer dans son professionnellement, donc il n'était pas très, très chaud, ce que je comprends. Et finalement, pendant qu'on discutait, il disait, écoute, pourquoi pas, je vais bientôt signer un contrat de 1 an ou 2, toujours à la SNCF, toujours en CDD.
Donc, pourquoi pas, en fait, à la fin de ce prochain contrat, ce qui me paraissait tellement loin. Ah, tu m'étonnes. Ah oui, non, mais c'est encore une fois où je me disais, non, mais plus ça va me passer sous le nez, ça ne va jamais marcher. Donc, et à ce moment-là, le destin a amené la chambre de commerce à Picardie qui propose toujours un poste de communicante pour eux. Donc, une occasion qui ne se présente pas souvent dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de postes de communicants qui soient vraiment intéressants. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va voir si ça confirme un peu ce choix. Et d'emblée, je leur ai dit, en fait, si vous me prenez, parce que ça les inquiétait que je sois junior, parce qu'on peut changer vite d'avis, ça les a inquiétés d'emblée mon jeune âge et m'ont demandé combien de temps je me voyais là. Et je leur ai dit, écoutez, mon compagnon vient de finir un contrat de 2 ans et après ça, je voudrais avoir la possibilité de peut-être faire une expérience à l'étranger. On dit, ok, on note 2 ans, c'est parti. Parfait. Ils m'ont pris en CDI, j'ai été titulaire au bout de quelques mois, au bout d'1 an, je crois, oui. Ils ont signé comme ça avec moi en sachant que voilà, c'était pas forcément pour la vie. Et puis effectivement, pendant 2 ans, on a économisé. Entre-temps, mon compagnon est venu avec moi à Londres, on est allé plusieurs fois, il est tombé complètement sous le charme de Londres, je le savais. Et on a économisé pendant 2 ans, parce qu'il faut énormément d'argent quand on vit à Londres, surtout quand l'un d'entre nous n'a pas de diplôme et quand aucun des deux ne parle vraiment anglais, donc on a vraiment voulu assurer nos arrières. Et au bout de 2 ans, j'ai rompu mon CDI et mon compagnon n'a pas renouvelé son CDD et on est parti. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était un peu long, désolée, mais c'est vrai que ça a été vraiment, moi, le cheminement que j'ai suivi pendant plusieurs années. Et j'avoue que ça a toujours été un rêve un peu, je sais pas comment dire, mais depuis que j'étais petite, j'avais toujours rêvé d'aller à l'étranger. J'avais jamais eu l'occasion de voyager en dehors de la France avant mes 19 ans. Mes 20 ans, c'était mon premier voyage. J'en ai fait avec l'école, mes parents étaient très stricts à ce sujet-là. Mes parents ne voyageaient pas à l'étranger non plus, ils sont plutôt du type à voyager dans le même endroit pendant des années, donc, et ça m'avait toujours énormément frustrée parce que j'avais toujours rêvé d'aller avec mes amis à l'étranger, de découvrir comment ça marchait ailleurs en fait. Ça a vraiment été, après avec les années, cette nécessité de vouloir apprendre l'anglais s'est imposée petit à petit, mais dans un premier temps, c'était vraiment, ça me faisait rêver et je ne pouvais pas expliquer. Je pourrais pas expliquer beaucoup plus pourquoi. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, je voulais pas te couper la parole, mais déjà je te remercie de nous avoir expliqué ce cheminement parce que je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là. Alors déjà j'ai envie de rebondir sur, tu disais que tu as eu pas mal d'échecs quand tu as essayé de t'expatrier. Ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même visé des pays qui sont pas faciles. Et qui sont loin pour s'expatrier. Donc je pense que la leçon à en tirer, c'est que pour une première expatriation, peut-être pas viser la Lune non plus, parce que comme tu l'as dit, il y a des problèmes de visa. Bon, malheureusement maintenant avec Londres, on en reviendra un peu plus tard, c'est aussi le problème. Mais du coup, c'est vrai que quand on vise des pays où il y a des histoires de visa, ça complique les choses. J'ai envie de rebondir aussi sur le fait que t'as senti quelque chose à Londres, et ça je pense que c'est clair, ça s'explique pas quand on arrive dans une ville et qu'on a ce sentiment que c'est notre ville. Moi je dis toujours un peu de la ville de cœur, moi c'est ce que je ressens pour Chicago en tout cas. Quand j'arrive à Chicago, à chaque fois je dis j'ai l'impression que j'arrive enfin à respirer, alors comme si j'avais le souffle coupé, tu vois. Exactement ça. C'est un sentiment, je pense que ouais, il est indescriptible et on peut pas deviner quelle ville va nous faire cet effet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien que tu t'es quand même dit, on va prendre le temps de mettre des choses en place pour y arriver. On a un but à atteindre. Et c'est vrai que 1 ou 2 ans, ça paraît toujours super long quand on y pense. Mais au final, quand on sait qu'on a un plan et qu'au bout de ces 2 ans, il y a quelque chose de tellement excitant qui nous attend et qu'on s'y prépare, je pense que justement, ton expatriation, elle va être encore plus réussie. Et je trouve ça qui est vraiment, c'est vraiment super. Enfin, comment vous avez vu les choses, en plus d'en discuter, en plus vous étiez 2, donc quand t'es pas seul, ça complique un peu les choses. Tu l'as clairement dit, Londres, c'est vrai qu'elle s'est réputée pour être une ville assez chère. Au moins vous avez mis de l'argent de côté pour vous donner de la chance, une chance de réussir une fois sur place. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et je comprends ce que tu ressens à Londres parce que moi, j'y suis allée 4 fois au moins, je pense. J'adore cette ville. En plus, quand t'arrives de la France, et moi aussi, c'était une des premières villes anglaises où je suis allée, où je parlais pas anglais. Et moi, je les ai trouvés tellement extravagants, les Londoniens. Et ils peuvent être habillés n'importe comment, avec des cheveux de n'importe quelle couleur. Et personne
ne les juge, personne ne regarde et ils sont vraiment... Et je pense que nous, en tant que Français, où on vit dans un monde complètement opposé, où on a l'impression d'être constamment jugé, où il faut être habillé en taille 36, voilà, tu vois, on est dans des boîtes, ouais, comme tu me le montres. Et je pense que quand on arrive à Londres, ça nous fait vraiment une culture choc. Et puis en plus, les bus rouges, les cabines téléphoniques, c'est un peu ce qu'on voit dans les livres ou à la télé. Et là, de le voir en vrai et de se dire, punaise, ça existe. Moi j'adore aussi Londres, donc je le comprends parfaitement. Je t'avoue que du coup moi j'ai eu la chance de pouvoir faire un Erasmus. Bon, c'était au Pays de Galles. Bon, après c'est vrai que c'est la température qui m'a un peu refroidi parce qu'en plus j'y ai vécu l'hiver. Bon, il n'y a pas plus autant que ce que je pensais, mais du coup comme je quittais une région où il fait gris tout le temps, je me voyais pas aller dans une région où il fait gris tout le temps. Mais après, c'est vrai que j'adore Londres. Et d'ailleurs, pour en revenir sur un sujet, donc on va devoir parler, le fait qu'ils sont sortis de l'Union européenne, moi, c'est quelque chose qui me met vraiment hors de moi. Bon, c'est très égoïste, ce que je vais dire, mais je trouve que, en fait, quand t'es en France ou ailleurs, en Europe, Londres, ça vraiment, enfin l'Angleterre en général, ça te permet vraiment d'avoir un changement de culture total, de pouvoir apprendre l'anglais, mais tout en étant proche de chez toi. Et je trouve ça tellement nul que maintenant ils sont sortis de l'Europe et qu'ils ont compliqué les choses, parce qu'en plus je lisais du coup en préparant cette interview qu'il y avait entre 10 et 13 000 étudiants par an qui partaient en Erasmus là-haut. Et là tu viens d'enlever la chance à plus de 10 000 jeunes de pouvoir justement expérimenter cette première expatriation. Et même si je sais qu'il y a d'autres pays tout aussi bien, pour moi l'Angleterre ça restait quand même le pays numéro 1 pour un bel Erasmus, quoi. Donc ça, je suis vraiment... ça me met hors de moi qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Mais bon, c'est comme ça. Parce que toi, du coup, ouais, quand vous y êtes allés, en plus, du coup, il n'y avait pas toutes ces demandes de visa, etc. Donc tu veux nous dire à peu près comment justement cette installation s'est passée? Alors oui, c'est vrai que pour en revenir à Londres et à l'atmosphère, c'est vrai que je tiens bien à appuyer sur le fait que Londres, pour moi, c'est vraiment un pays dans un pays. Londres, c'est pas le même fonctionnement que le reste du Royaume-Uni. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Donc Londres, c'est vrai que ça a toujours été un peu, je pense, l'Eldorado pour tous les Européens qui voulaient apprendre l'anglais, qui voulaient partir dans un pays qui soit d'une culture anglophone, qui puisse être radicalement différent, qui puisse offrir un vrai contraste par rapport à leur quotidien. Mm-hmm. Et c'est vrai que Londres, et je pense que les gens ne pensent pas Angleterre ou encore Royaume-Uni, c'est vraiment Londres, donne cette image-là. Je veux dire, c'est quand même à Londres que la mode est la plus variée, la plus originale. On dit toujours que Paris c'est la ville de la mode, mais en fait, depuis que j'habite ici, je ne suis absolument pas d'accord. Si je marche dans les rues de Paris, moi je vois des Parisiennes qui sont quand même habillées globalement de la même façon. Il y a en France un peu cette culture du il ne faut pas dépasser trop, sinon on a vite une étiquette qui nous est accolée. Je vois mon compagnon quand on était plus jeune et qui cherchait son premier travail. Il y a eu 2-3 employeurs qui lui ont dit que c'était dommage qu'ils ne se coupent pas les cheveux parce que sinon ils auraient peut-être envisagé de l'embaucher. Il a vraiment eu ce discours-là. Mon compagnon, il avait les cheveux attachés en queue de cheval au niveau de la nuque. C'était pas non plus quelque chose d'incroyable et pourtant on lui a fait cette remarque et on en discutait encore il n'y a pas très longtemps, même quand il était en bureau, même pas au contact de la clientèle. Ça pouvait être quelque chose qui pouvait prêter à sourire, le fait qu'il ait les cheveux longs et qu'il ait un style un peu, à l'époque, un peu plus rock, un peu plus grunge. C'était quelque chose qui prêtait à sourire. Et du moment où il a coupé ses cheveux, il a vraiment eu le sentiment que les gens le prenaient plus au sérieux. Alors qu'ici, quand il est arrivé ici, sachant que il avait les cheveux coupés, mais quand il est arrivé ici, il a été surpris de voir que dans les restaurants, dans les banques, dans les magasins et en bureau, les gens ne sont pas, ne sont pas stoppés par des règles de conformisme extrême du type pas de tatouage, pas de couleur trop voyante, pas de cheveux de couleur. Ici, c'est totalement l'inverse. Ses collègues, il y a des collègues qui sont avec des styles hyper grunge, hyper originaux, et c'est une force plus qu'une faiblesse en fait. C'est même bien vu je pense, pour les startups ici, d'afficher
des personnes de toutes origines, de tout style, de toute culture, parce que c'est une diversité et que c'est, comme dit Sadiq Khan, le maire de Londres, London is open. Et c'est vraiment la parfaite devise pour une ville telle que Londres, c'est vraiment que c'est donné comme vous êtes version McDonald's, c'est vraiment votre différence, c'est votre force. Et votre différence sera respectée. Et ça, même après 6 ans, je peux toujours confirmer. Alors, quand le Brexit nous est tombé dessus, c'est vrai que ça a été un choc pour les Londoniens, parce que Londres n'était pas pro-Brexit. De mémoire, on était à 75% de Londoniens qui votaient contre le Brexit, parmi ceux qui ont, je précise, alors que le reste du pays a voté majoritairement pour le Brexit. Mais c'était pour les médias qui sont à Londres, tout comme les Londoniens, un choc. Parce que les gens qui sont à Londres, tout comme les médias, ne sont pas en contact de la réalité de ce que c'est qu'être britannique, en fait. D'être au nord de l'Angleterre, au fin fond du Pays de Galles. Tout ça, ils étaient déconnectés et ils l'ont pas vu venir. Parce qu'à Londres, on était dans une bulle, on est dans un pays, on n'a pas la même façon de penser ni de voir les choses, on n'a pas les mêmes liens avec l'immigration, on n'a pas les mêmes liens avec l'Europe. Londres fonctionne avec l'Union européenne et grâce à l'Union européenne. Et ça a créé une vraie déconnexion avec la réalité. Et ça les a trompés. Je pense politiquement, ils se sont pris un mur parce que c'était un move politique qui était censé les aider à gagner des places au Parlement. Et ils se sont pris un mur. Ils se sont loupés. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que les gens voteraient pour le Brexit. Ils ont complètement oublié la middle class. Ils ont complètement oublié la classe ouvrière anglaise. Ils ont complètement oublié de communiquer. Et moi, je me souviens, on était à Londres à ce moment-là, bien sûr, ça faisait 2 ans, si je ne me trompe pas. On recevait des flyers, boîte aux lettres, prônant le pro-Brexit, expliquant en quoi quitter l'Union européenne allait être intéressant pour les Britanniques et pour le Royaume-Uni et pour son développement. J'ai jamais vu un seul flyer expliquant pourquoi le Brexit serait une mauvaise chose. C'est terrible parce que ça montre vraiment la confiance que les politiciens avaient en l'Union européenne et en sa communication, alors que c'était à eux de communiquer en fait, et à eux d'expliquer. Et on a eu des chiffres mais totalement faux, comme quoi le NHS allait gagner de l'argent en sortant de l'Union européenne. C'était affiché sur des bus à Londres. Et c'était des chiffres totalement faux. Waouh, c'est fou. Ouais, du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils ont voulu quitter l'Union européenne. J'ai noté 5 points importants. Donc, le premier, du coup, c'était de contrôler l'immigration. T'en as brièvement parlé. Le deuxième point, apparemment, c'était restaurer la souveraineté nationale et ne plus être imposé des lois de l'Union européenne, qu'ils voient surtout comme un sacrifice, malheureusement. Ensuite, j'ai lu que les Anglais voulaient quitter un navire qui prend l'eau. Donc j'étais waouh, c'est quand même une sacrée image qu'ils ont de l'Europe. Et s'affranchir des régulations de Bruxelles, c'était pas un avantage pour les petites entreprises, agriculteurs et pêcheurs qui souffrent justement de pas mal de restrictions. Et enfin, pour finir, ils veulent commercer librement avec le monde. Donc c'est tout des trucs qui montrent en fait si on sort de l'Europe, ça va nous permettre de faire ça, mais en fait je pense qu'il faudrait mettre aussi en avant en sortant de l'Europe, vous allez vous empêcher à faire ça. Et par exemple, je disais que déjà, il y a une pénurie de tout ce qui est personnel de santé, que depuis qu'ils sont sortis, justement depuis le Brexit, le nombre d'emplois en ligne a explosé, mais c'est des emplois qui ne cherchent pas d'ouvriers ou d'employés en tout cas. Donc au final, ouais, vous êtes sortis, mais si vous n'avez pas la main-d'œuvre pour faire tourner le pays, alors ça risque d'être compliqué. Donc après, je me trompe peut-être. Peut-être que finalement, oui, l'Europe, c'est un avion, un bateau qui prend l'eau. Mais je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner dans quelques années. Nous, en plus, c'est vrai qu'on est tristement, on est la dernière génération à être arrivée de manière traditionnelle avec mon compagnon. On est arrivé 2 ans avant le Brexit, on est arrivé avec notre voiture chargée à bloc, notre compte en banque garni des 2 ans d'économie qu'on avait. On a pris un appartement en payant 6 mois d'avance, parce que c'était un peu la règle quand on arrivait dans le pays sans contrat de travail. On ne pouvait pas avoir de garantie de ce côté-là. Donc, les gens se proposent soit qu'on attend de trouver un contrat de travail et ensuite on signe un bail, soit on avance 6 mois de loyer et on a un contrat pour 6 mois
et D'accord. après on renouvelle. Voilà, donc nous c'était la stratégie qu'on avait choisi d'adopter, d'autant plus qu'on n'avait pas de garant anglais, donc je comprends totalement que pour les agences ce soit une sécurité. Beaucoup de Français d'ailleurs ont refusé ce genre d'arrangement en pensant que c'était une arnaque, alors que pas du tout. Et personnellement, je trouve ça tout à fait juste de la part des agences de ne pas bloquer des logements pour les étrangers C'est clair. parce que tu n'as pas de garant, parce que tu n'as pas de contrat de travail, alors que possiblement tu vas trouver un travail assez rapidement ou tu as l'argent pour payer. Au moins c'est faire, tu payes 6 mois, tu as ton logement de 6 mois et bien faire. Et donc nous en tout cas, c'est ce qu'on a choisi de faire. J'ai eu la chance d'être embauchée avec mon petit anglais en 2 semaines par la future une start-up qui a été un an après rachetée par Webedia. Donc c'était un très bon deal pour moi qui venait juste d'arriver, qui était un CDI qui était vraiment, enfin, je veux dire, je travaillais pour la chambre de commerce, j'étais très bien lotie, j'étais une équipe formidable, une entreprise formidable, j'avais appris énormément de choses, ils m'avaient fait énormément confiance, j'étais vraiment très bien à la chambre de commerce de la Picardie. Et vraiment, ils ont été adorables et tellement compréhensifs quand je leur ai dit que ça y est, il était temps pour moi de partir et que je partais à Londres. Ils ont tellement été encourageants et ils étaient tellement derrière moi, derrière ce projet, à me dire surtout si ça se passe mal, dans les 2 mois qui viennent, tu n'hésites pas à revenir. Enfin, je veux dire, c'était, voilà, je sentais que voilà, je quittais une famille. Donc, couper comme ça ces liens avec la France petit à petit pendant plusieurs mois pour faire ce saut dans l'inconnu, c'était vraiment quelque chose d'à la fois excitant mais d'effrayant aussi. Et en même temps, c'était là jamais. Je veux dire, il y a un moment, il faut sauter pas. On avait 6 mois devant nous pour voir ce que ça allait donner. Vraiment, au début, on ne s'est pas dit on s'installe 2 années à Londres. On s'est dit on s'installe 6 mois et on voit. Et si à la fin des 6 mois, on veut partir en France, on veut aller ailleurs, on verra. Mais vraiment, on a essayé de se libérer de cette zone de confort qu'on avait en France. C'est pas quelque chose de facile. Je pense qu'une fois que c'est fait, on est plutôt flexible. C'est clair. En tout cas, à ce moment-là, vraiment, j'ai vraiment senti ce saut dans le vide. Et c'est vrai que ça demande des sacrifices. Et du coup, quand je suis arrivée là et que j'ai parlé à cette entreprise qui est cette start-up française qui était installée à Londres depuis quelques années et qui voulait grossir comme ça à l'international, qui a réussi d'ailleurs puisqu'ils ont grossi suffisamment pour se faire remarquer par Webedia et être achetés. Donc c'était tout à fait honorable de leur part. Ils me proposaient un poste pour travailler sur le marché français. Et moi qui ne parlais pas bien français, juste assez pour réussir à nous dégoter un logement, à trouver des bons plans, etc. Je me suis dit, ok, c'est un job qui est mieux payé que de travailler en tant que serveuse, que de travailler en tant que nanny. C'est un CDI, ça me permet de ne pas me tirer une balle dans le pied professionnellement. Ça justifie pour un prochain employeur le pourquoi du comment j'ai quitté un poste où j'étais bien, où j'avais une certaine, un peu vieux jeu de dire ça, mais un certain statut social. Ça justifie. Donc, j'ai signé en me disant ça m'embête parce que je peux pas travailler mon anglais. C'est pas une expatriation aussi authentique que ce que j'aurais voulu dans le sens où idéalement j'aurais dû travailler, faire un petit job alimentaire avec une télé britannique et affronter cette langue qui me faisait encore défaut. Mais j'ai choisi la sécurité parce que j'étais diplômée, j'avais l'expérience et que si dans le couple il devait y en avoir un qui devait signer un contrat qui devait leur permettre de vivre, c'était moi et je peux pas cette opportunité. Donc je l'ai prise et je suis restée là-bas pendant 2 ans. Mon compagnon a mis plusieurs mois à trouver un travail en restauration. Il a enchaîné pas mal de casual contracts, de contrats 0 heure. Donc ça, c'est des choses qui sont assez précaires dans un premier temps. Avec le temps, on a chacun trouvé notre place. Il a fini par trouver je vais la faire courte parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais en tout cas, actuellement, ça va faire 3 ans qu'il travaille pour une start-up franco-britannique, qui travaille avec une équipe internationale. Moi, j'ai changé de travail entre-temps. Désormais, je travaille aussi pour une entreprise internationale. Ça a mis beaucoup plus de temps, finalement, à atteindre cet objectif. Mais ce temps, il nous était offert, puisqu'à l'époque, le fait d'être français nous suffisait pour arriver comme ça avec nos bagages et les poser à Londres. Et ça nous a réussi. Et c'est vrai que ça me rend triste de me dire que maintenant, des étudiants ou des jeunes actifs ou même des parents ne peuvent plus faire cette démarche que nous, on a fait avant, de dire un peu le rêve de tout le monde, de plaquer tout du jour au lendemain. C'est clair. Et de
partir à l'étranger et advienne que pourra. Maintenant, c'est plus possible. Et c'est triste parce que c'est un pays qui a beaucoup de choses à offrir, c'est une ville qui a énormément de choses à offrir et qui effectivement souffre. Alors en plus, le Brexit, c'est plus avec le Covid, donc c'est encore difficile de se dire un petit peu qu'est-ce qui a le plus impacté Oui. quoi. Ça, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on manque de main-d'œuvre dans la santé, on manque de main-d'œuvre dans l'hospitalité. Il n'y a plus personne. Tous ceux qui occupent ces postes-là, c'était des gens qui venaient en tant que saisonniers et qui travaillaient 2-3 mois ici pour travailler l'anglais, pour profiter de la ville. Et maintenant, tout ça, ces gens-là, ils ne peuvent plus venir. Donc maintenant, les pubs, les restaurants, les hôtels, ils n'ont plus personne en fait qui peuvent embaucher. Et les Britanniques et les étrangers qui sont ici depuis suffisamment de temps pour avoir le droit d'être ici sans visa, qui ont, comme moi, c'est pas le statut, ils ont évolué, ils sont managers, ils sont créateurs d'entreprises, ils sont partis C'est pour clair. certains. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de venir, c'est pas impossible, mais ça demande autant de démarches que pour aller aux États-Unis. Justement, on va revenir là-dessus parce que j'ai pris pas mal de notes aussi sur ces visas, etc. Mais toi, du coup, comment ça s'est passé pour toi? Parce que le fait que tu sois déjà sur place, du coup, ça t'a été accordé automatiquement? Pour tous les Français, enfin tous les Européens, pardon, qui sont arrivés avant décembre 2020, oui, pouvaient prétendre au principal statut. Donc en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on candidate, à une sorte de résidence permanente en fait. Donc le principal statut, ça nous permet de dire je veux avoir la résidence permanente, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas le terme officiel, hein, mais je vais pouvoir rester travailler et vivre au UK. Je suis arrivée avant la date fatidique du décembre 2020, donc je candidate pour avoir ce droit de résidence. Des moments où, alors je n'ai plus les dates exactes en tête, mais des moments où on peut justifier d'avoir cumulé 5 ans dans le pays, par le biais de nos offres d'emploi, de nos comptes en banque, de nos factures, voilà. Des moments où j'ai suffi de 5 ans, on a droit à cet statut, ce que nous avons désormais l'un comme l'autre. C'est gratuit, ça se fait très simplement. On a vraiment juste besoin de justifier qu'on était présent avec notre NIN, avec notre compte en banque. Voilà, le NIN, c'est le National Insurance Number. Donc c'est très simple. Ça peut être un peu long d'avoir une réponse parce qu'il y a eu des vagues comme ça d'étrangers qui ont candidaté. Mais à partir du moment où on accepte le statut, on peut vivre comme d'habitude en fait au UK, continuer à vivre et travailler. Et surtout, on peut quitter le UK jusqu'à 2 ans et revenir. D'accord. Par contre, et dès le moment où on revient, si on est là, je crois, 1 mois ou 2, je dis une bêtise, mais en tout cas, si on justifie d'une certaine durée de temps sur le territoire, ça relance nos droits, et on peut repartir 2 ans si on veut. Et quand on a le principal statut, il me semble que c'est 1 an. Alors, à vérifier, mais voilà, grosso modo, c'était un peu les deals avec ce statut. C'est une fois que vous avez ce statut, vous pouvez aller et venir dans un certain laps de temps entre le UK et d'autres pays. C'est un vrai trésor, hein, c'est sûr. Je vérifie rapidement quand même que je ne trouve pas de bêtises par rapport à ça. Je vais reprendre mes notes par rapport à ça. Pas de souci. Ouais, du coup, j'avais lu que t'as deux statuts, t'as le settle et le pre-settled. Et le pre-settled, c'est si t'es installé depuis moins de 5 ans, et le settled, c'est si t'es installé depuis plus de 5 ans. Exactement. Exactement. Si tu as le pre-settled, tu peux être 2 ans en dehors du UK. Et si tu as le settle, c'est 5 ans. Voilà. Ok. Pour le moment. Oui, c'est ça. Donc tu vois, c'est même encore mieux. Que ce que j'avais en tête, c'est que entre le Covid et le Brexit, on commence à mélanger tous nos droits à sortir, à rentrer dans le pays, c'est assez incroyable. Mais oui, voilà, donc 2 ans, tu peux être en dehors du UK pendant 2 ans avec le pre-settle et 5 ans avec le settle. Donc ça vaut de l'or aujourd'hui, clairement, puisque maintenant, si vous voulez venir au UK, il faut justifier d'un minimum de salaire. Donc ça veut dire que vous avez déjà un contrat d'embauche qui vous soit proposé, qui soit de minimum 25 600 pounds par an. Donc, autant dire qu'on ne s'adresse pas du tout aux petits jobs alimentaires. Il faut justifier d'un certain niveau d'anglais, c'est le B1. Donc, tout ça, ça donne
En fait, c'est un visa à points, tout simplement. Mais l'anglais, le niveau d'anglais et le niveau de salaire sont deux impératifs, en fait. Et après, on gagne des points si l'employeur sponsorise le visa, etc., etc. Donc après, en fonction de chaque corps de métier, il y a des requirements qui sont différents. Quand on est étudiant, c'est pareil. Il faut avoir l'université qui sponsorise le visa, il faut justifier un certain niveau d'anglais. Et tout ça, bien entendu, ça se paye. Ouais, c'est ça. C'est ce que je lisais, le visa étudiant, le student visa. Il y avait écrit comme note que justement, il faut maîtriser l'anglais. Donc ça m'a fait un peu rigoler parce que je me suis dit, enfin, un jeune étudiant qui va y aller, au bout d'un ou deux mois, il va commencer à le maîtriser, l'anglais. Donc s'il faut déjà qu'il le maîtrise avant d'arriver, c'est déjà un peu perdu. Mais ouais, en plus, donc je lisais, tu payes le visa, mais tu dois aussi payer une taxe qu'ils appellent la taxe NHS, National Health System. Apparemment pour pouvoir bénéficier du système de santé. Et donc c'est seulement une fois que ton visa et la taxe elle est payée que tu peux revenir dans le pays et bénéficier du système de santé. Et pour donner un exemple, parce que je trouvais que le prix était hallucinant, si on prend une famille de 5 personnes, donc 2 parents et 3 enfants, ça leur coûte environ 21 000 pounds, donc environ 24 000 euros quoi, pour pouvoir venir s'installer. Mais c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Le but, c'est vraiment pour le Royaume-Uni de remplir ses obligations vis-à-vis des Britanniques qui ont voté pour le Brexit, qui ont voté contre l'Union européenne. C'est vraiment d'avoir uniquement une main-d'œuvre, on va dire, une main-d'œuvre diplômée, une main-d'œuvre véritablement, entre guillemets, utile au pays. Donc, c'est pareil, il faut que ce soit un poste, si tu viens au UK, il faut aussi justifier, enfin, l'entreprise justifie qu'elle a vraiment besoin de toi, qui n'est pas britannique. Donc, c'est vrai que voilà, tout ça, c'est pour remplir les obligations qu'ils ont désormais par rapport aux Britanniques. Parce que les points que tu as listés tout à l'heure, le fait qu'ils aient voté pour le Brexit pour, entre guillemets, lutter contre l'immigration, pour s'affranchir des règles liées à l'Union européenne, pour regagner en pouvoir sur leur pays. Tout cela, c'est tout à fait juste parce que les Britanniques qui ont voté avaient le sentiment que les étrangers, entre guillemets, volent le travail des Britanniques. Alors, c'est vrai que bon, là, on parle dans le politique. Moi, en tant qu'immigrante, je dois dire que non, parce qu'en fait, les Britanniques ne veulent pas des métiers que la majorité des étrangers occupent. Ils ne veulent pas faire la plonge, les services ou faire de la vente, forcément. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui attend le plus. Et c'est pas dans les campagnes que les étrangers sont le plus présents. Je pense que, comme pour tout pays, même en France, des moments où un pays subit des problèmes économiques, l'immigration, c'est toujours c'est clair. Le bouc émissaire, tout simplement. Et le Royaume-Uni a toujours été un pays qui s'affranchissait des règles. C'est culturel, c'est une île, il ne faut pas l'oublier. Et ils aiment avoir leur indépendance, ils aiment avoir le contrôle. Il suffit de voir le fait qu'ils aient gardé leur propre devise. Même en ayant intégré l'Union européenne, ils ont toujours cherché à garder leur indépendance, garder leur culture intacte. Pourtant, je ne pense pas que l'Union européenne efface ou amoindrit ces différences culturelles entre les pays. Elle permet juste de solidariser les pays entre eux. Mais tout le monde ne le voit pas forcément comme ça. Après, on va tomber dans le politique, mais c'est vrai qu'il faut savoir que l'Union européenne versait énormément d'argent au NHS, notamment, donc le système de santé britannique. Ils en bénéficiaient beaucoup. Et avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, beaucoup de services vont fermer au NHS. Ça a été annoncé quasiment instantanément après l'annonce des résultats, notamment tout ce qui est service de dentisterie. Ce type de service va être beaucoup moins présent et va couvrir beaucoup moins de besoins que à l'origine. Donc c'est vrai que c'est dommage, c'est ce genre de choses que le Royaume-Uni va perdre. Alors certes, ils ne peuvent plus payer, ils ne vont plus verser d'argent à l'Union européenne comme ils disaient avant, mais ils perdent aussi de l'argent. Et ça n'a pas été non plus communiqué. Ça leur permet effectivement de faire plus d'échanges avec les pays hors Union européenne, comme les États-Unis, comme la Chine. Ils peuvent s'affranchir des règles,
mais ça rend plus difficile les échanges avec l'Union européenne, qui est quand même un marché important pour eux. Alors bon, c'est pour ça que le Brexit, il a donné lieu à beaucoup de discussions entre les pays, entre Bruxelles et Londres, parce qu'ils ont essayé encore une fois de tirer, de tirer profit quand même un minimum, comme tout le monde le fait, de toute façon, comme tout pays le fait, tout comme ils l'ont fait avec leurs devises. Ils ont essayé quand même de tirer leur épingle du jeu. Ça va globalement, je pense qu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur un deal qui ne soit pas trop mauvais, mais depuis que le Brexit est vraiment en place, on note notamment des taxes qui sont plus importantes, des produits qui ont été plus difficiles à obtenir, ne serait-ce que au niveau de la douane. Maintenant, les frais de douane sont plus importants. Je sais par le Medicare, c'est une maison médicale française à Londres, ils ont eu beaucoup plus de difficultés à faire venir des médicaments de l'Union européenne. Ah oui. Ça a été, oui, parce que ça demande des passages en douane plus importants, plus longs, plus chers. Enfin voilà, il y a des produits comme ça qui, pendant un moment, ont été un peu plus difficiles à trouver. Bon, alors à noter aussi qu'il y a quand même le Covid qui est là derrière et qui en rajoute une couche. C'est clair que que les deux soient tombés en même temps, ça n'a pas dû... c'est incroyable. Au moins, ça redistribue les cartes d'une manière assez incroyable. Moi, ça me fait sourire parce que je me dis, déjà qu'ils n'ont jamais parié sur un Brexit. Ils n'ont pas parié sur un Brexit dur, mais alors ils n'ont certainement pas parié une fois qu'ils allaient réussir à se mettre d'accord sur un truc, que le Covid allait leur tomber sur le coin de la figure. C'est clair. C'est quand même risible. Non, mais c'est clair. Mais au moins, les cartes sont un peu distribuées et ça prouve qu'on peut rien prédire. On peut rien prédire dans 10 ans. Ça se trouve, l'Union européenne aura peut-être des difficultés à se remettre du Covid, peut-être plus, ou peut-être moins de difficultés par rapport au Royaume-Uni. Alors, l'Uni, après tout, c'était l'un des premiers pays à sortir de la récession suite à la crise économique. Donc, ça se trouve, ils seront aussi l'un des premiers à sortir de la crise du Covid. On ne sait pas. On ne peut rien prédire. C'est clair. Surtout pas les politiques. Donc, non, mais ça va être... c'est clair que ça va être intéressant de le voir, mais en plus, tu sais, on parle beaucoup aussi de nous qui voulons aller en Angleterre, mais je pense aussi aux jeunes Britanniques, parce que moi, je pense que tous ceux justement qui ont voulu le Brexit, et je me trompe peut-être, mais je pense qu'il doit y avoir une histoire de génération, et je pense qu'un jeune de 20 ans qui est peut-être encore à l'école britannique, il va se rendre compte de l'importance de pouvoir aller facilement en Europe, d'aller travailler, etc. Alors que, je sais pas moi, le papy... de 75 ans qui est là chez lui et qui lui il s'en fout de pouvoir aller en Europe comme ça. Je pense qu'il doit y avoir aussi quelque chose au niveau des générations qui a fait qu'il y a eu le Brexit, et je trouve que c'est aussi dommage pour les jeunes Britanniques de ne pas pouvoir avoir cette chance de pouvoir aller travailler à l'étranger. Après bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être des facilités du coup avec le Canada ou l'Australie, etc. Je sais pas trop comment ça se passe pour eux, mais en tout cas s'ils veulent... Commonwealth, j'avoue, je suis pas trop moi non plus. Je pense que c'est tout aussi, ça crée aussi des difficultés pour les Britanniques. Par exemple, les Britanniques qui sont en retraite en Espagne, par exemple au Portugal, il y en a quand même beaucoup, ne peuvent plus toucher leur retraite sur leur compte espagnol ou portugais. Voilà, ce genre de choses, comme ça, c'est qu'on apprend au fil du temps. Alors après, il faut bien garder en tête que quand on parle des Britanniques qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni, on parle de ceux qui ont voté. Il n'y a pas eu beaucoup de jeunes, forcément, qui ont voté. Il n'y a pas eu tant que ça de gens qui ont voté, en fait. Il y a eu... Finalement, c'est vraiment ceux c'était plutôt les mécontents qui ont voté. C'est un peu bête à dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont voté qui le regrettent, en fait. Parce qu'ils se sont sentis trahis par ce qu'ils avaient pu lire et qui s'est avéré très rapidement erroné, parce que c'est une fois que les résultats sont sortis que les médias, les gens ont commencé à expliquer un peu plus l'impact que ça allait avoir. Et il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris, qui s'étaient laissés berner un peu par des faux chiffres et qui se sentent trahis, qui voudraient aujourd'hui refaire ces votes. Ce serait intéressant effectivement de voir un peu quel serait le résultat si on faisait maintenant ce vote. Après maintenant, voilà, ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Ce qui est fait est fait. Il faut avancer avec ce qu'on a. Nous, on reste quand même en tant que Français à Londres, on reste privilégiés. On a toujours, nous, cette porte de sortie qui est de retourner dans un autre pays de l'Union européenne, ou rentrer en France. Voilà, on est bien lotis. J'espère que des familles ne se retrouveront pas déchirées à cause de ça. Et voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Britanniques qui ont cherché à retrouver
des ancêtres irlandais, des ancêtres français, etc., pour pouvoir justifier d'une demande de passeport, avoir une double nationalité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont cherché aussi qui ont accéléré des mariages, des choses comme ça pour profiter de ce dont nous on profite aujourd'hui, c'est-à-dire cette liberté d'aller venir et d'avoir une option. Du coup, j'aimerais quand même revenir rapidement sur donc quand vous êtes installés, vous avez quand même trouvé un appartement assez facilement, etc. Est-ce qu'à un seul moment vous vous êtes quand même dit tous les deux punaise, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Alors, le grand problème de ce choix d'habiter à Londres, c'est que c'est une ville extrêmement chère. C'est la ville la plus chère d'Europe, c'est l'une des villes les plus chères du monde. On ne va pas se mentir. Et le salaire ne suit pas forcément, le salaire moyen ne suit pas forcément le coût de la vie à Londres. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, syndicat le maire de Londres avait parlé d'un SMIC londonien qui soit différent du SMIC national, et qui dépend de plus que le SMIC national. Donc c'est dire que vraiment on n'a pas du tout les salaires qui suivent forcément les loyers et le coût de la vie. Le problème principal, on va dire, en termes de prix, ce qui nous coûte le plus, c'est le loyer. En deuxième, c'est le transport. Mais le premier, et la vraie problématique, c'est les loyers. C'est incroyable. Il faut compter pour quelqu'un qui arrive à une chambre en coloc, il faut compter en zone 2. Je ne compte même pas en zone 1. Il faut oublier le zone 1. En zone 2-3, ce qui est là, sont les zones où la majorité des Londoniens vivent, il faut compter entre 500 et 800 pounds pour une chambre. Après, ça dépend si c'est tout seul, si c'est une chambre avec salle de bain privée, voilà. Et il faut compter entre 500 et 800 pounds par mois. Et pour un one bedroom flat, un appartement avec une chambre, il faut compter entre 1300 et 1600 pounds par mois. Donc si je ramène ça en euros, ça nous revient pour un one bedroom flat à 1800 euros. Mais voilà, on est dans cet ordre de prix-là, entre 1600 et 1800 euros. Et pour une chambre en coloc, on est entre 700 et 900 euros. Du coup, c'est des prix, voilà. Et le salaire moyen, le salaire, on va dire, d'un job du type en restauration, en magasin, on est plutôt autour de, autour de 22 000 pounds par an. Donc 25 000 euros par an, c'est pas extraordinaire. Après, vous allez gagner plus si vous travaillez le week-end, si vous travaillez en soirée, etc. Mais oui, il faut, si on veut vivre bien à Londres, c'est un peu finalement ce qu'ils disent quand ils visent un salaire minimum de 25 600 pounds. Franchement, c'est vraiment le minimum. Et à Londres, moi, je dirais même plus, si vous voulez vivre correctement, normalement, 30 000 pounds par an. Il faut compter 30 000 pounds par an. Pour moi, c'est un minimum. C'est un vrai minimum. Si vous voulez pas vivre en coloc, si vous voulez vivre dans un appartement, voilà. Si vous êtes en couple, 30 000 pounds, c'est là où vous allez pouvoir payer vos factures tranquillement, pouvoir aller au restaurant, pouvoir faire des sorties, pouvoir aller en vacances. 30 000 pounds. Pour moi, c'est ça. C'est pas ce que nous on gagne, je vais pas mentir. Mais pour que nous on puisse vivre, on a besoin chacun de travailler à temps plein. Moi, j'ai 3 boulots finalement. Je cumule 3 boulots. Je cumule mon temps plein. Je cumule aussi un freelance à côté. Et je fais aussi du babysitting à côté, des cours de danse à côté. Donc, et je suis obligée de faire ça pour pouvoir réussir à vivre normalement parce que j'ai pas envie de me restreindre et je peux pas y penser à autant. Mais ouais, et je comprends que le salaire qui n'est pas forcément au niveau de la vie. Donc il faut prendre ça en compte. Après, pour le reste du UK, oui, si vous avez un salaire autour de 22-25 000, oui, vous allez vivre correctement et profiter comme il se doit de votre vie d'expatrié. Cool. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est quand même plus simple pour un couple de s'y expatrier? Oui. Ouais, du coup, oui. Ouais, ça simplifie. Pour moi, c'est plus simple parce que vous allez amener 2 fois plus de garanties à des agences immobilières ou à un propriétaire. Vous allez pouvoir vous payer un appartement qui soit correspond plus à ce que vous voulez. Vous avez plus de chances même. Et toi, est-ce que tu te serais déjà dit d'aller vivre en dehors de Londres, par exemple, dans ces petits villages? Je pense qu'il n'y a pas une année où on ne se pose pas la question. Ah oui. Il n'y a pas une année où on ne s'est pas demandé aussi si il était temps d'aller en France, d'aller dans un autre pays de l'Union européenne, à cause de ce coût de la vie qui nous empêche de nous projeter dans les années à venir, en fait. Alors, je dis ça, mais ça va faire 6 ans qu'on est là. Donc, finalement, ça va. Mais on est déjà reparti quand j'avais rompu mon premier contrat à Londres. Comme on tenait principalement sur mon contrat, on avait déjà reparti en France de 3 mois, le temps qu'on retrouve
un autre emploi en Angleterre, mais ça me permet d'économiser pendant ce temps-là en étant chez mes parents. C'est vrai que ce coût de la vie, il nous empêche de nous dire est-ce qu'on peut se projeter à acheter dans quelques années, est-ce qu'on peut compter sur une retraite, est-ce qu'on peut fonder une famille, ce genre de questions, ça demande une réflexion parce que de par ce coût de la vie, mais c'est vrai que est-ce qu'il faudrait sortir de Londres? Est-ce qu'il faudrait retourner en France? Est-ce qu'il faudrait aller à la conquête d'un nouveau pays? C'est pas des questions faciles parce que cette ville-là, moi, j'ai choisi par coup de cœur. Je me sens chez moi. Je me sens plus chez moi que dans mon pays parce que je l'ai choisi, parce qu'il me correspond. Je suis pas là à cause de l'Angleterre. Donc du coup, partir dans un village, dans une petite ville ailleurs en Angleterre, c'est pas un choix évident parce que ça veut dire couper mes liens avec la communauté francophone. On est quand même 300 000 Français à Londres. Donc c'est vraiment c'est la 7e ville de France. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est couper une partie de l'identité finalement. C'est vraiment m'isoler en tant que Française à l'étranger. C'est aussi m'asseoir sur tout ce qui fait que ma vie d'expatriée est cool. C'est-à-dire cette profusion d'opportunités, ces rencontres. C'est cette dimension internationale qui me plaît. Aller dans un village, c'est me retrouver avec une grande majorité britannique. Je ne dis pas qu'ils seront très accueillants, j'ai des amis britanniques, je veux dire que ça très bien, je ne me sens pas du tout rejetée par eux, mais je pense qu'il y a un moment où on a besoin d'avoir un lien quand même tangible avec notre culture et avec nos préoccupations d'expatriés. Un Britannique ne peut pas forcément comprendre, puisqu'il est dans un pays qu'il connaît depuis sa naissance. Donc avoir cette compréhension de qu'est-ce que c'est que d'être étranger dans un pays, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut partager de la même manière avec un Britannique, avec un autre expatrié. En tout cas, je te remercie. Malheureusement, je vais devoir te poser les questions de la fin. Si tu avais un dernier conseil à donner à une personne qui voudrait venir s'installer à Londres, qu'est-ce que tu lui dirais, au dehors du fait qu'il faut beaucoup économiser d'argent? Pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. En venant à Londres, vous allez avoir beaucoup d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous. Et mon compagnon peut en témoigner. Qu'importe l'expérience que vous avez accumulée avant vos diplômes, à Londres, on ne regardera pas forcément ça. Ce qu'on va regarder, c'est votre investissement, votre motivation. Si tu es motivé et si tu le montres, véritablement, tous les métiers sont possibles. Toutes les portes s'ouvrent à toi. Tu pourras essayer d'être agent immobilier, magasinier, travailler dans le tourisme, faire de jeux vidéo, peu importe ce que tu as en tête. Mais vraiment, toutes les possibilités s'offrent à toi. Il faut juste pas que tu aies peur de demander et que tu aies peur de montrer que vraiment tu as envie d'essayer. Mais il faut pas avoir peur du coup aussi de se rater. Ça fait partie du jeu. Essaye de nouvelles choses. Garde en tête que tu peux te rater. Mais même si ça marche pas, c'est pas grave parce que tu auras essayé, tu auras découvert quelque chose de nouveau et tu en auras appris quelque chose. Exactement. Et tu pourras continuer et essayer encore de nouvelles choses. Donc pour moi, Londres, il faut en profiter à fond et il faut essayer de nouvelles choses. Il ne faut pas rester dans quelque chose qu'on connaît. C'est pas la peine ça. Super. Et donc si du coup, Lorna, avec qui je suis en train de parler au moment même, pouvait adresser un petit message à Lorna qui était arrivée à Londres et qui était tombée amoureuse de cette ville, qu'est-ce que tu lui passerais comme petit message? Je lui dirais de pas avoir peur de dire non. De pas avoir peur de dire non? Alors, j'explique pourquoi, et ça c'est valable pour tout le monde, j'ai fait un burn-out lors de mon premier job à Londres. Et j'ai appris beaucoup grâce à ça. Un mal amène toujours un bien finalement. J'ai appris aussi beaucoup de moi-même. Et je pense que oui, c'est important de dire stop et de penser à ta santé avant tout. Donc moi, c'est ce que je dirais, de ne pas se mettre une pression trop importante sur les épaules, même si ce boulot, j'en avais besoin pour pouvoir vivre mon rêve d'expatrié, pour pouvoir me faire vivre. C'est important de savoir dire non, de dire stop et de ne pas avoir peur de prendre un risque, de partir et de trouver un autre travail. Moi, c'est ça que je dirais. Super message. Et du coup, pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Ah, j'en aurais deux. Vas-y, tu peux balancer les deux. Il y a cette célèbre citation d'un auteur qui tourne beaucoup à Londres, c'est fatigué de Londres, fatigué de la vie. Celle-là, je pense que pour tous les Londoniens, il est en tête, c'est important, c'est un peu le rite de passage. Et une autre, ce serait celle d'un auteur britannique, Oscar Wilde,
soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis j'espère que tu as donné envie à certaines personnes d'aller découvrir cette ville incroyable qui mérite vraiment un petit passage. D'ailleurs, j'arrête pas de dire à mes parents qu'il faudrait vraiment qu'ils prévoient un week-end là-haut parce que je suis vraiment aussi addicted. Attention, il faut un passeport maintenant. Oui, il faut le passeport. Mais bon, moi, de toute façon, tu sais quoi? Oubliez la carte d'identité française, elle ne passe plus. Tu sais quoi, Lorda? Moi, ça fait depuis, je crois, 8 ans que j'ai plus de carte d'identité française. Je vis qu'avec un passeport parce que pour moi, le monde nous appartient et rien de tel qu'un passeport, toujours d'actualité. Et bien rempli, si possible. Et bien rempli, ouais, c'est ça. Mais écoute, je te souhaite une excellente soirée. N'attrape pas froid. Sophie. Ah, c'est méchant. Ah, elle était trop facile. Je dis ça et c'est moi qui vais choper la crève, tu sais, avec la clim ici. Il faut dire aux gens que tu es en bustier alors que moi je suis en sweat et t-shirt. C'est ça. Mais tu sais, le chauffage. Ce qui est drôle, c'est que du coup, la saison là, 3 de Fille Expat, comme je l'ai fait, enfin tous les épisodes quasiment ont été enregistrés depuis la Guadeloupe. Du coup, c'est vrai que tous les épisodes que j'ai enregistrés, moi je suis en débardeur, en maillot de bain, etc. Mes invités, elles sont sous. C'est indécent. Et je me rassure en me disant que la France est en train de vivre la même chose que ce que nous vivons ici à Londres. Ce temps est incroyable et cette vision de toi bronzée est indécente. Écoute, j'ai choisi cette vie, je ne voulais plus mettre de pantalon. J'avais pris trop de poids, je ne rentrais plus dans mes pantalons. Je me suis dit plutôt que d'aller en racheter, je me casse dans une île. C'est une solution. À vrai dire, personne ne me regarderait bizarrement si je me baladais en débardeur. Les Britanniques font se balader en short parce que j'allais dire, c'est un truc qui m'avait choqué chez eux, c'est quoi? Il fait 10 degrés dehors, ils sont en short. Hein. Ah, mais je pense que, je sais pas si c'est une genre de danse de la pluie inversée, tu sais. Ah, peut-être. C'est un rythme pour faire venir le soleil, tu sais, c'est que si on montre les jambes, ça va venir plus vite. C'est ça, regardez mes jambes comme elles sont blanches, soleil, viens me voir. Attends, non, mais il faudrait faire un capteur d'écran. Moi, je suis toi, tu es bronzée, alors moi, je suis blanche. Ouais, je m'en fais une, t'inquiète. Je travail derrière moi. Je m'en fais une. Bah écoute, bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut.